Bonsoir et bienvenue sur Europe 1. Nous sommes ensemble pour 2 heures de direct, 2 heures volées à la nuit pour parler en toute quiétude de tout ce qui fait votre vie. De petites heures qui éclairent nos nuits et qui, grâce à la sincérité de vos témoignages, les rendent plus belles que certains de nos jours. Ce soir, au 39-21, vous serez accueillis par Valentin et Assiba sous le regard bienveillant de Philippe Chartier qui réalise l'émission. Et vous pouvez bien sûr nous adresser vos mails sur le site europe1.fr et également vos commentaires, vos réflexions par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Nadia. Bonsoir. Excusez-moi parce que je suis un peu intimidée et donc... ça va bien se passer. Vous m'entendez bien parce vous que j'ai mis inquiétez le pas. kit. Voilà. Donc je tiens à vous dire que déjà... Vous avez mis le kit... Voilà. C'est-à-dire que le haut-parleur pour éviter de... Vous m'entendez quand même Non, il ne faut pas de haut-parleur, hein. Surtout pas de haut-parleur parce que ça fait de l'écho là. Oui, donc, enlevez-le, c'est mieux. Oui, attendez, excusez-moi, je vais faire le nécessaire. On vous le dit ça, je le dis alors à l'attention de tout le monde, quand vous passez à l'antenne, vous éteignez votre radio et pas de haut-parleur, voilà, parce que ça fait de l'écho et la radio ça fait du larcène, voilà. Donc je ne sais pas du tout comment faire. vous savez pas comment enlever votre haut-parleur de votre téléphone? Ah ben ça c'est un petit problème alors. Ça y est, ça va là? Ah ben oui, vous avez carrément coupé la conversation. Nadia est aussi douée avec la technique que moi, je pense. Voilà, donc elle a carrément coupé la ligne, Nadia. Bon, ben on va essayer de la rappeler en espérant qu'elle n'a pas tout éteint. Allez, on va passer un peu de musique en attendant. C'est le direct, hein, je vous le dis. On est en direct, vous voyez, je vous raconte pas d'histoire. Yannick Noah, rédemption. Caroline Dublanche, envoyez nuit suivi de votre message par SMS au 7 39 21. 50 centimes plus coût d'un SMS. Allez, on a retrouvé Nadia. Oui, bonsoir. Bon, bah, comme ça, c'est bien. Vous apprenez à vous servir de votre téléphone. Ça m'arrange pas trop, c'est en direct à l'antenne, mais bon, vous avez découvert où était la touche haut-parleur, donc vous savez maintenant, et vous confondrez plus avec la touche raccrochée. Hein, vous avez testé en direct comme ça à l'antenne. Désolée. Non, c'est pas grave. Je vais vous dire que maintenant, vous ne touchez plus à rien, hein, Nadia, non, d'accord? je vais faire comme les enfants, oui. Voilà. Je ne touche plus à rien. Donc voilà, donc j'apprécie déjà beaucoup votre émission et pour moi c'est un bol d'air et de conseils et je suis, comme vous avez dit, le témoignage. J'interviens pas, mais je suis dans l'ombre et j'écoute avec beaucoup d'attention et je rate pas du tout une seule émission. Je crois que je suis même addict à votre émission. Oh, c'est sans danger, hein, ça va. Oui, voilà, exactement. Donc voilà, je suis Nadia, j'ai 48 ans, Oui. je suis assistante de vie. D'accord. Et donc je travaille auprès d'une structure d'aide à domicile qui s'occupe des personnes ayant un handicap, le maintien à domicile bien sûr. Oui. Et donc je vais abréger, donc c'est vrai que là actuellement je travaille à mi-temps pour cette association. Et là j'ai intervenu il n'y a pas longtemps pour une personne en remplacement. Et donc, il s'est avéré, cette personne, je ne vais pas trop détailler là-dessus, elle est hémiplégique, avec bien sûr des problèmes d'alcoolémie, hein, on va dire une personne qui s'alcoolise. Hein. Et donc j'interviens chez elle, et donc l'appréhension la première fois, ça s'est très bien passé entre elle et moi. J'abrège, cette personne dort sur un clic-clac. Et donc, elle me demande de téléphoner à sa tutelle, puisqu'elle est sa tutrice plutôt, hein, donc oui. Elle est sous tutelle. Hein, et donc, elle demande de relancer pour un lit. Alors, moi, qu'elle me dise ça, je lui dis, écoutez, vous savez que éventuellement, vous avez le droit à un lit médicalisé, vu qu'elle est hémiplégie, c'est venu à l'esprit. Je dis, vous pouvez éventuellement. Et donc, j'en ai parlé à la tutrice en lui disant, elle m'a dit, la tutrice, qu'elle n'avait pas les moyens pour lui payer un lit.
Et je lui ai dit, ce serait bien, elle pourrait éventuellement, sous prescription médicale, obtenir un lit médicalisé. Oui. Elle m'a dit, si vous pouvez, ok. Donc, je vais avec cette personne, je veux lui téléphoner au médecin et c'est une doctoresse. Donc, c'est une femme qui est, je sais pas si elle est une déficience mentale, elle est très, disons qu'elle a toute sa tête, mais disons comme elle est très alcoolisée, elle en a peur du médecin. Je sais pas comment expliquer, c'est une femme qui est très très sensible sur tout ça. Et donc elle me dit non. J'ai dit écoutez, on va voir l'infirmière, son cabinet d'infirmière qui est pas très loin. Donc on était allés ensemble et j'ai demandé à l'infirmière est-ce que le médecin passe. Elle me dit non. J'ai dit c'est pour éventuellement elle est médicalisée. Elle me dit écoute, allez voir à la pharmacie. Donc on est dans un village donc tout est à côté. Hein. Et s'il faut une prescription, je peux éventuellement la donner ou voir. Donc je vais à la pharmacienne, je vois la pharmacienne qui est la patronne bien sûr. Elle me dit écoutez justement j'ai une disponibilité d'un lit assez rapide pour samedi. Oui. Alors moi j'étais pris de court, j'ai dit oui, pourquoi pas. Et si vous voulez, j'ai pas pensé tout de suite à demander, comme c'est une pharmacienne qui connaît la personne avec qui je travaille, j'ai pas pensé pas de nom, faites attention. Non, excusez-moi, oui. Non. J'ai pas pensé directement à aller demander à la doctoresse. Je pensais déjà commander le lit puisque c'est une location. Hein. Elle me dit justement on en a un et si vous voulez samedi on vous le monte. Alors moi, pris de court, et comme j'ai vu cette personne, j'ai dit qui dormait sous ce clic-là, j'ai dit je vais saisir l'occasion d'accepter qu'elle vienne samedi. Et donc voilà, ça s'est fait. Donc entre-temps, j'ai essayé de voir la doctoresse et sa salle d'attente étant pleine, j'ai pas pu la joindre. J'ai pas pu non plus la joindre au téléphone puisque la personne en question, la bénéficiaire, on appelle les bénéficiaires, qu'on travaille chez elle, avait une peur. Donc j'ai dit c'est pas grave, je verrai. Donc lui a été fait. Entre-temps, il y a la pharmacienne qui m'appelle chez moi samedi en disant qu'elle a des soucis parce que la doctoresse n'était pas au courant. Donc effectivement, alors je sais pas si c'est la pharmacienne qui m'a pris de court ou vous voyez ce que je veux dire, j'ai entrepris les choses sans vraiment en parler à la doctoresse. Donc j'ai appelé la Alors on est un peu perdu là, j'avoue, parce que c'est entre vous, le docteur, le pharmacien. Finalement, qu'est-ce qui, pour qu'on comprenne où vous voulez en venir. Voilà. J'ai reçu une convocation. C'est-à-dire que j'ai eu une altercation avec. Venez-en un peu au fait, parce que là on est un peu perdu dans ce qui s'est passé entre vous. J'ai eu une altercation. J'ai eu une altercation avec l'auxiliaire pour laquelle je remplace. Elle m'a dit de quoi je me mêlais, que j'ai créé la zizanie, que je n'avais pas à me mêler de lui mettre un lit médicalisé, que j'étais qu'une remplaçante et je n'avais pas à intervenir. Parce que si vous voulez, j'ai téléphoné entre-temps. Elle avait un siège-douche que j'ai aussi fait appel puisqu'elle prenait sa douche sur une toilette. Je lui ai dit, le docteur lui a fait prescription pour un siège-douche. Et cette bénéficiaire m'a dit que le siège-douche était renvoyé à la pharmacie. Et moi, ça m'a outrée. Et j'ai téléphoné à l'auxiliaire qui travaille pour elle et je lui ai dit pourquoi vous avez renvoyé le siège-douche à Brège. Elle me dit elle n'en a pas besoin. Alors je me suis mis un peu en colère. Je lui ai dit mais c'est quoi ça Elle me dit de quoi vous mêlez, ça vous regarde pas. Enfin voilà. Donc parce que le siège-douche, elle y avait droit, tout comme le lit médicalisé. Oui. Mais en fait, concrètement, elle dort sur un clic-clac et elle se lave sur la cuvette des toilettes, ce qui est quand même incroyable, alors que cette personne est hémiplégique. Oui. Ça paraît incroyable. Donc votre initiative, vous avez pris une bonne initiative. Oui, mais ça a été contre moi parce que parce que finalement la personne que vous remplacez vous dit en gros que vous avez outrepassé, vous n'avez pas à vous en mêler. Oui, mais enfin c'est quand même votre travail. C'est-à-dire qu'elle finalement c'est-à-dire que ça la mettait elle en porte-à-faux parce que elle aurait dû le faire. C'était elle qui, normalement, vous la remplaciez et ça montrait qu'elle ne l'avait pas fait, ce travail. Moi, je pouvais pas. Non, mais entendons-nous. Oui, je comprends. Moi, je trouve que vous avez, moi, je vous le dis, tel que je le ressens, tel que je le pense, vous avez fait votre travail. Oui, mais ça retombe contre moi. Alors, comment, au niveau de votre hiérarchie, ça retombe contre vous? Oui, j'ai une convocation. Pourquoi j'ai une convocation. Moi, je dirais que ça se défend et ça s'argumente. Vous êtes convoqué par qui? Par l'association, lundi. Et j'ai voulu demander si je devais, comme c'était un recommandé, je lui dis est-ce que c'est nécessaire que je puisse avoir un délégué du personnel pour savoir ce qui se passe.
Elle me dit si vous voulez. Je lui dis qui y aura dans cette réunion. Alors elle me dit la personne en question qui s'occupe des dossiers bénéficiaires C'est incroyable. et les 2 personnes. Et je lui dis comme ça, elle me dit oui, c'est par rapport à justement à ce souci-là. Alors franchement. Alors, il y aura qui? La personne que vous remplacez plus qu'elle? Non, pas du tout. Il y aura que les personnes dans la structure. Elles sont assistantes, elles s'occupent des dossiers des bénéficiaires. Elles sont responsables de secteur, si vous voulez. C'est comme ça que ça se passe. Elles sont responsables de secteur, elles font du secrétariat, elles s'occupent des bénéficiaires. Et donc voilà, je suis convoquée par les 2 responsables de secteur pour laquelle je travaille. Voilà. D'accord. Bon. Et donc voilà. Mais écoutez, je trouve que il faut expliquer la situation en l'état sans vous noyer un peu forcément dans les détails, mais en expliquant ce que vous avez, dans quelle situation vous avez trouvé la personne, et compte tenu de cette situation, ce que vous avez pu proposer, c'est-à-dire en l'occurrence, effectivement, ce lit médicalisé et le siège de douche. Alors après, qu'est-ce qui s'est passé? Semble-t-il, vous n'avez pas demandé l'autorisation il faut passer par le médecin, c'est ça? Oui, c'est une prescription. C'est là où on médicale. peut vous dire, là, voilà, où vous n'avez pas, vous êtes allé un peu vite en besogne. Oui, exactement, mais ça, j'en prends la responsabilité. Ça, vous pouvez, vous pouvez dire. Voilà, je vais mais si vous voulez, quand j'ai revu la doctoresse au téléphone, je me suis excusée. Elle a compris, elle a accepté. Je lui dis, excusez-moi, c'est la pharmacienne qui m'a un peu pressée par rapport à l'allocation. Je lui ai expliqué. Elle, le seul souci qu'elle me dit, c'est que cette personne étant alcoolique, entre guillemets, elle avait peur qu'elle tombe du lit. Alors je lui ai dit, eh bien, à tomber lundi, j'étais là et elle vient, la doctoresse. Elle me dit, ah bah ça va, le lit, il est pas trop... Oui, et d'un clic-clac, elle peut pas tomber? Je vous jure que c'est un truc incroyable. Mais enfin, d'un clic-clac, on peut tomber aussi, ou alors à ce moment-là, il faut la faire dormir par terre. Mais qu'est-ce que c'est que cet argument? C'est un truc incessant. Et donc, étant neutre, j'ai dit avec les mots qu'il fallait, mais vous savez, docteur, vous voyez, comme elle a des fuites urinaires, cette dame, en plus le clic-clac, il est, je dis pas bombardé par ses fuites urinaires, puisqu'elle a une incontinence, la nuit. Et donc, je lui ai dit que, regardez, avec un lit médicalisé, elle a la barrière de sécurité, et elle a le matelas qui est un peu matelassé, ce qui fait que même si elle a des fuites, on peut nettoyer, et voilà. Je vous jure, ça. C'est le médecin qui disait qu'elle avait peur qu'elle tombe. Oui, c'était surtout l'appréhension. Et je vous dis qu'elle lui a mis, écoutez, de toute façon, je vais faire la prescription 4 mois. Non, mais parce qu'un clic-clac, en plus, cette dame, donc, elle le replie la journée et elle. Non, elle le replie pas du tout. Oui, elle le laisse toute la journée. Oui. Oui, mais enfin, c'est pas du tout confortable, un clic-clac. Pour quelqu'un déjà, pour quelqu'un qui est en bonne santé, mais pour quelqu'un qui est hémiplégique. Oui, moi, écoutez, comme je vous le dis, je trouve ça très choquant, hein. Oui, je trouve ça très scandaleux de laisser dormir quelqu'un, malheureusement je sais que ça arrive, mais quelqu'un qui est dans cette situation comme ça, qui a de si gros problèmes de santé, et quand bien même elle est alcoolique, bah oui, bah elle a des problèmes de santé, que c'est lié, même si c'est lié à son alcoolisme, de la laisser dans cette situation. Moi je trouve que vous avez fait votre travail. Mais la doctoresse, elle a vu la personne alcoolique, elle n'a pas vu la personne telle qu'elle. Et alors, mais attendez, mais elle est médecin. Une personne alcoolique est une personne qui est malade et qui a besoin de soins. Oui, mais elle est pas là. Alors, je comprends. Alors, on peut comprendre que cette personne, elle en a un petit peu peur parce qu'un médecin n'est pas là pour juger. Un médecin est là pour soigner. Donc, un médecin, je veux dire, elle a vu la personne. Vous dites, elle a vu la personne alcoolique. Bah oui, mais elle est médecin. Un médecin est pas là pour porter un jugement. Mais elle lui a dit carrément que moi j'ai peur qu'elle tombe du lit, c'est à cause du lit que... alors quand elle a vu le lit médicalisé, elle a dit « Ah ça va, il n'est pas trop haut, ça va, mais par contre je le prescris 4 mois ». J'ai rien dit, mais j'étais dans ma tête, j'ai dit c'est incroyable. Et c'est là que j'ai intervenu pour le siège douche en disant elle aurait besoin d'un siège douche. Enfin, un siège douche en plus, que cette dame fasse sa toilette sur la cuvette des toilettes. Oui, je vous promets, c'est surréaliste. C'est surréaliste. Enfin bon, il y en a d'autres qui le font malheureusement, mais si on peut lui apporter un peu de confort dans son quotidien, vous êtes là. Ce qui est terrible, c'est que vous avez fait ça dans votre remplacement.
Ouais. Et votre collègue, finalement, qui, elle, ne le faisait pas, en a pris ombrage parce que c'est comme si vous lui mettiez un peu le nez dans le fait qu'elle, elle était prise dans son quotidien. Vous l'avez mis devant le fait qu'elle avait pas elle peut-être, je sais pas pour quelle raison, mais en disant c'est pas. Excusez-moi, elle m'a dit que de quoi vous permettez, moi je sais les besoins de cette personne, vous connaissez pas sa vie, vous venez d'arriver, vous savez pas pourquoi, vous croyez qu'on attend après vous pour faire les choses. Je lui ai dit écoutez, elle dit vous allez prendre ma place. Moi je l'ai laissé parler parce qu'il y a une altercation chez ses bénéficiaires. Moi je lui ai laissé parler, elle a commencé à monter de haut. Oui, mais parce que vous avez pris des initiatives et ça ne lui a pas plu. Mais c'est ça. Mais non, mais parce que c'est ça, vous avez pris des initiatives. Il aurait fallu que vous laissiez les choses en l'état. Je suis désolée, c'est pas. Voyez, d'ailleurs, elle vous dit, elle a peur. Elle a peur parce que vous faites preuve d'une certaine compétence dans votre travail. Oui, mais c'est les choses. Alors, voyez, ça montre qu'elle a peur parce qu'elle dit vous voulez prendre ma place. Il ne s'agit pas de prendre votre place, c'est de prendre sa place. C'est-à-dire que pourquoi c'est qu'elle s'estime pas suffisamment compétente, elle? Absolument pas. C'est son problème à elle, j'ai envie de dire. Alors, il s'agit pas de développer ça lors de votre entretien. Voyez, vous ne misez pas, vous ne parlez pas d'une question de rivalité et autres. Il faut que ça sera aux responsables d'apprécier, de voir que peut-être l'autre personne a eu peur. Mais vous défendez votre position sans agressivité. Sans agressivité. Il faut toujours rester calme et justement... Mais dire, voilà, je suis allée chez cette dame, j'ai constaté ce qu'il en était, compte tenu de son état de santé. Effectivement, je me suis dit qu'un état il y avait la possibilité de la faire bénéficier peut-être d'un lit médicalisé et d'un siège de douche pour améliorer son quotidien. Fait. Alors effectivement, là, on va peut-être vous rétorquer et elles auront raison de le faire, dire oui, mais alors pourquoi n'être pas passé par le médecin? Alors il faut réfléchir, qu'est-ce qui fait que vous êtes allé un peu vite, pourquoi? Et là vous pouvez dire, oui, c'est vrai, j'ai un peu, là vous pouvez dire que cette dame avait très peur. Vous avez senti la peur chez cette dame du médecin. Et que du coup la pharmacienne vous a dit c'est possible et que à ce moment-là la pharmacienne vous ayant dit que c'était possible, vous a dit si les choses peuvent se faire plus rapidement et surtout que vous en aviez parlé à cette patiente mais que vous avez senti la grande réticence de cette patiente vis-à-vis du médecin et vous pouvez dire certainement dû à son alcoolisme et certainement une peur d'être jugée. Et que vous avez dû, après, quand vous en avez parlé au médecin, peut-être senti une réticence aussi de la part du médecin qui disait, ou le médecin vous a dit, vous aviez peur le médecin avait peur qu'elle tombe du lit, et finalement, quand le médecin a vu le lit, que le lit était adapté. Donc vous remettez les choses en votre faveur. Oui, et puis juste une chose importante, c'est que j'ai été au cabinet des infirmières pour en parler. Elles étaient pressées, je leur ai dit aux infirmières, elles m'ont dit voyez à la pharmacie s'il y a possibilité que nous puissions faire une prescription, nous les infirmières. J'en ai parlé aux infirmières vite fait. Elles m'ont dit j'ai pas le temps, mais allez voir à la pharmacie. Et donc c'est vrai que la pharmacienne m'a pris de court. Ça a lieu quand cet entretien? Lundi. Alors, je reçois des messages pour vous. Il y a Brigitte qui dit par SMS, défendez votre position posément, fermement. C'est ça, c'est pas bien que vous soyez accompagné par un délégué du personnel. Il faudrait peut-être le rencontrer avant, préparer un peu une ligne pour ne pas vous laisser déborder. Mais, voyez, surtout pour ne pas perdre votre calme. Et Brigitte qui ajoute, vous avez fait votre travail avec humanité. Vous avez votre conscience pour vous. D'ailleurs, je reçois un mail aussi de Laurence de Picardie qui dit « Vous n'avez fait que votre travail consciencieusement, humainement. Ne vous laissez pas faire. Votre démarche vous honore. Restez confiante. Si cela s'envenime, pourquoi ne pas faire appel à une association de personnes handicapées ou de personnes alcooliques, une association aussi pour de personnes alcooliques. Alors non, elle ajoute non de personnes handicapées. Non, j'ai pas c'est un mail que je découvre en même temps presque vous. Alcoolique ou pas, cette personne reste une handicapée qui a besoin d'assistance humaine
et matériel. Elle a raison, Laurence. C'est ce qu'il faut soutenir aussi. Hein. C'est-à-dire que vous avez vu la personne, la patiente, personne humaine, donc qui a besoin d'aide et de soutien. Chaudron de la Barre qui dit il est très important que vous soyez accompagné par un délégué du personnel lors de votre entretien de lundi. Si vous avez la possibilité de le rencontrer avant, histoire de préparer une ligne de défense, ça sera encore mieux. C'est une convocation officielle pour laquelle vous devez impérativement vous préparer. Outre ces pécadilles administratives, soyez certaine d'avoir agi avec beaucoup de bon sens et d'humanité. Parfois, les incohérences administratives sont révoltantes, alors ne vous laissez pas faire. Très bon courage à vous. Ça, je crois qu'il faut aussi insister sur le fait qu'il y a une position d'humanité. Hein, c'est-à-dire par rapport à cette personne qui était où vous avez fait en sorte d'améliorer aussi son quotidien et que c'est une personne qui est handicapée et on la laisse pas, si on a la possibilité de le faire, dormir sur un clic-clac. Vous soulignez aussi tout ça, hein, où elle a des problèmes de fuite urinaire, le matelas était inondé, dans un lit médicalisé on peut davantage le nettoyer. Il faut souligner, il faut leur mettre un peu aussi. Pardonnez-moi, mais là on est là-dedans, le nez un peu dans leur caca aussi. Gentiment, mais fermement, voyez, posément mais fermement. Dire que vous avez agi en professionnel, mais avec beaucoup d'humanité. D'accord. Par rapport finalement à votre collègue qui est là, qui s'inquiète finalement parce qu'elle a peur de, bah oui, elle était là, peut-être qu'elle a laissé faire des choses ou elle a laissé passer des choses. Et ça vient de elle, l'initiative. Bah, j'ai bien compris que ça venait d'elle. Parce qu'elle a peur, elle a laissé passer des trucs... Et elle a un petit peu peur pour sa place. Mais alors, vous ne la mettez pas en avant. Il ne s'agit pas de la mettre elle en cause, non, mais vous défendez votre position. Exactement, c'est ce que. Et moi, je culpabilise parce que je comprends pas. J'adore mon travail et je le fais avec cœur, avec. Ben ça s'entend. Voilà, et je me pose des questions, je me remets en question. Je dis, je fais ce travail que j'aime beaucoup. Et en même temps, ça retourne contre moi. Alors je me dis, est-ce que voilà, où elle est la place d'une auxiliaire de vie, voilà, je peux pas passer moi. Non. Moi, mais votre position se défend, hein, Nadia. Vraiment, il faut que vous en soyez convaincue. Mais je l'ai pris comme une sanction, hein. Je la prends comme une sanction. Oui, je comprends que vous réagissiez comme ça, mais je vous assure que votre position se défend, hein. Ça me blesse vraiment au fond de moi parce que moi j'ai cru bien faire. Oui, mais ne vous mettez pas, justement, voyez là quand vous dites j'ai cru bien faire, c'est comme si déjà vous donniez raison et que vous acceptiez d'être sanctionné. Vous n'avez pas à être sanctionné, hein, Nadia. Vous avez fait votre travail et avec beaucoup, non seulement de professionnalisme, mais aussi d'humanité. Donc vous n'avez pas à être sanctionné. Hein. D'accord. Voilà. Alors éventuellement, ils peuvent vous dire oui pour le médecin. Bon, vous pouvez dire oui, mais effectivement, cette dame avait très peur du médecin et il y a eu cette démarche. Bon, et ça, je suis désolée, on n'est pas dans la faute professionnelle là. Il faut arrêter. Vous voyez, c'est pas ce qu'on peut appeler une faute professionnelle. Là, ça serait vraiment vous chercher les poux dans la tête. J'ai les infirmières. Votre collègue, non, mais attendez, votre collègue, entre nous soit dit, ça serait plus une faute professionnelle de laisser quelqu'un, alors qu'elle a la possibilité d'améliorer son quotidien, de laisser une personne handicapée dormir dans un clic-clac, dormir dans sa mouise, se laver sur la cuvette des toilettes sans rien faire. Hein. Là, on est plus dans le registre. Oui, ben là, ça serait, vous voyez, et là, c'est beaucoup plus problématique. Donc, ne vous laissez pas faire et n'acceptez pas la sanction. Hein. Vraiment, vous avez agi avec professionnalisme et humanité, soyez-en convaincus. Donc, parlez-en si vous le pouvez, comme vous le recommande Chaudron de la Barque et d'autres auditeurs, rencontrer le délégué du personnel pour être bien soutenu. Elle ne répond pas. J'ai appelé, je leur ai demandé les coordonnées parce que vous savez, on est très isolés dans le métier d'auxiliaire de vie. Et je leur ai demandé les délégués du personnel. Elle m'a donné un numéro. Et je lui ai laissé un message. Je vais essayer de la relancer. Et j'espère qu'elle pourrait être là lundi, quoi. Non, mais vous êtes trop isolés. Hein. Il faut les rappeler là et leur dire que c'est une urgence, que vous avez besoin d'eux lundi. Hein. Bon, et puis parce que ça serait bien que vous puissiez un peu les rencontrer avant, ou en tout cas au moins par téléphone, enfin voir quelqu'un, dire que c'est important. J'ai laissé un message, mais apparemment la déléguée du personnel ne m'a pas répondu. Et bon, je vais essayer de la rappeler. Ah oui, vous la rappelez, vous dites que vous avez besoin de... Vous êtes convoqué lundi et que vous voulez
vous voulez vous entretenir avec elle, que c'est important. Elle est déléguée du personnel, hein. Elle aussi, c'est son métier. Hein. D'accord, parce que moi j'ai reçu en recommandé, c'est pas rien. Oui, non, tout à fait. Elle est là pour être à vos côtés, vous défendre aussi. Ouais, Vraiment. Ouais. J'appréhende un peu, mais c'est normal. Je comprends que vous appréhendiez, mais dites-vous que franchement, hein, vous avez agi avec, encore une fois, je le répète, du professionnalisme et de l'humanité. Bon courage. Bon courage. Et tenez-nous au courant si vous le souhaitez. D'accord. Il n'y a pas de souci, Caroline. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écoutée. Il y a quelqu'un qui dit, vous avez très bien agi, Nadia, défendez-vous. D'accord, merci à tous les auditeurs. Merci. Bon courage, Nadia. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Caroline Dublanche. Bonsoir Marilyn. Oh, c'est à moi. Eh oui, c'est à vous. Bonsoir. Bonsoir. Je suis une fidèle auditrice aussi. Bon, j'ai un petit peu le trac, mais ça va passer. Oui, ne vous inquiétez je pas. vais éteindre ma radio, voilà. Alors, je vous appelle parce que j'ai des soucis, comme tout le monde. Mais moi, j'ai l'impression que c'est depuis petite et que ça ne veut pas s'arrêter. J'ai l'impression d'avoir la poisse, quoi. Alors, voilà. Quels sont vos soucis actuellement, peut-être, parce que... Ouais, on va faire actuel. On va essayer déjà de voir actuellement. Actuellement, je n'ai plus la garde de mes 2 enfants, mais à ma demande. Je demandais ce que mes filles aillent chez leur père. Et je n'assume pas cette décision, je n'arrive pas à vivre sans elles. Je suis très malheureuse. Ça fait presque 1 an. Et depuis, je rentre et je sors en hôpital psychiatrique. J'ai fait une tentative de suicide en mars, dont je n'aurais pas dû me réveiller. Et ils ont dit que j'avais eu beaucoup de chance. Donc j'ai été égoïste, je n'ai pas pensé à mes filles. Disons que je tenais beaucoup à être une bonne mère parce que je n'avais pas vécu ça. Et depuis quelque temps, tout a basculé. J'ai montré à tout le monde un autre visage en disant pourquoi je voulais pas garder mes filles, parce que c'était pour les protéger de moi. Oui. Je sentais que je basculais quand j'étais fatiguée le soir, que je m'énervais un peu trop et que que des enfants n'avaient pas à vivre ça. Donc je me suis arrangée avec les pères, il y en a 2, ce qui complique beaucoup les choses. Et je pensais que ça allait passer comme ça, simplement, on s'arrangeait entre nous. Puis il y a une assistante sociale qui s'en est mêlée, et alors là, enquête sociale, jugement, tout se passe comme si c'était pas moi qui avais demandé ça, comme si... Là, ça commence un petit peu à s'arranger, on me redonne les nuitées, mais avant, je n'avais droit de les voir que la journée. Alors c'est quelque chose... C'était moi qui l'avais demandé, j'avais pas besoin qu'on les protège. Oui, c'est à votre demande, donc voilà. Ça s'est retourné contre moi, quoi. Vous avez eu le sentiment à un moment, oui, c'est ça, que ça vous échappait et que ça se retournait contre vous. Oui, ce qui devait être difficile, très douloureux à vivre pour vous. Oui, ça m'a fait mal et... Oui, alors que ça vous coûtait certainement déjà cette décision à un moment. C'est difficile de prendre cette décision. Alors si en plus on vous met en position presque de coupable, qu'on enquête, bon, semble-t-il en ce moment c'est en train de revenir, c'est en train de s'inverser quand même. On reconnaît les choses sont en train de s'arranger. Mais disons que la juge a mis du temps à me convoquer, quoi. Malheureusement c'est ça, et ça a duré presque 1 an à cause du fait qu'elle nous a pas convoqués plus tôt. Oui. Et là, on a été convoqués, et bon, les choses vont s'arranger. Elle n'est pas d'accord pour les vacances parce qu'elle trouve que je suis pas encore assez en forme. Mais c'est pas le même régime pour les 2 petites parce qu'il y a un des pères qui est plus inquiet que l'autre. Donc il y en a un, pour l'un, c'est la petite, ça sera un week-end par mois seulement. Alors pour moi, c'est très peu. Et l'autre, par contre, n'est pas du tout inquiet et il s'en fiche royalement. Mais il y a un papa qui est inquiet parce que c'est sur sa fille que
qu'un soir, je me suis laissée un petit peu aller, quoi. Je me suis, je l'ai bousculé beaucoup plus que j'aurais voulu, quoi. Voilà. Et je l'ai dit, voilà. Donc il la protège aussi. Vous l'avez dit, vous en avez parlé de ça. Vous en avez parlé à son père. On en a parlé avec mes filles, et puis bon, elle a rien voulu dire à son père. Hein, il se cherche toujours à savoir. Oui. Elles ont quel âge, vos filles? C'est passé 11 et 13 ans. 11 et 13 ans, d'accord. Ouais. Et maintenant, j'ai l'impression d'avoir perdu un peu. Je les avais élevées un peu comme deux jumelles, très complices, alors que je n'étais pas du même père. Et je m'attendais à ce que, avec cette séparation, elles s'envoient des emails, elles se téléphonent, mais malheureusement, il y a une distance qui s'est faite et qui me fait très mal, quoi. Une distance entre elles deux? Oui, elles ne s'appellent pas, elles ne s'envoient pas d'emails. À ce niveau-là, je suis déçue, je suis blessée, quoi. Parce que cette amitié qu'elles avaient, que tout le monde admirait aussi, elle n'existe. Quand elles se voient, elles se sautent dessus, elles se font escaline pendant 5 minutes. C'est évident qu'elles se sont manquées. Mais entre-temps, il se passe rien. Attendez. C'est quelque chose. C'est pour le moment, tout est un peu bousculé, perturbé. Tout le monde est un peu mis à l'épreuve, hein, là. Elles sont de fait, il y a cette, c'est compliqué. Elles sont, un peu séparées de vous, de fait. Là, elles vous voient moins. Là, la séparation n'est pas souhaitée non plus entre elles deux. C'est parce qu'elles ont, comme vous l'avez dit, des pères différents, donc elles vivent chacune chez leur père. Donc ça veut pas dire. Bon, voilà, donc c'est compliqué. C'est pas qu'elle le souhaite, hein. Ça c'est bon. Donc ça veut pas dire que le lien n'est pas rompu. Vous voyez, elles peuvent communiquer par mail. Il y a la complicité qu'elles avaient n'est pas perdue. J'ai peur qu'elle s'étiole avec le temps. Non, mais d'abord, pourquoi voulez-vous? La situation peut ne pas durer. Vous voyez, vous avez fait à un moment, vous avez, ça a été votre façon de les protéger, d'ailleurs. Hein. Oui. Quand vous avez dit d'ailleurs que vous vouliez être une bonne mère, voilà. et vous avez réagi en tant que telle, Marilyn. Parce que quand vous dites que vous avez demandé à ce que leur père en ait la garde, ben vous avez dit que c'était pour les protéger de vous. Ouais. Vous savez, toutes les mères n'auraient pas eu cette réaction-là, parce que n'auraient pas eu forcément cette lucidité, cette conscience et ce courage aussi, de dire je ne vais pas bien. Je suis en train peut-être de répéter quelque chose à travers mes enfants de ce que j'ai pu vivre moi. Il faut que je les éloigne de moi parce que je risque de leur faire du mal. Ça demande une force intérieure, une lucidité et beaucoup de courage. Donc, en cela, vous avez été, à votre façon, une bonne mère pour elles. Vous les protégez. Je ne sais pas si elle se rend compte, surtout la petite. J'ai l'impression que j'ai perdu un peu son respect. Pourquoi vous dites ça? Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle ne me ménage pas, qu'elle n'est pas aussi tendre qu'avant. Elle me rapporte tout le mal que dit son père de moi. Oui. Bon, la juge des enfants lui a remonté les bretelles à part ce propos-là en disant que il fallait que ça cesse parce que Camille s'était plainte, ma fille, s'était plainte du mal qu'elle entendait de sa mère aux assistantes sociales. Donc depuis, je pense qu'il arrête, mais elle arrivait toujours avec quelque chose de négatif à me dire à mon endroit. Elle disait que c'était le papa qui avait dit, mais c'était un petit peu comme si elle me le disait à moi, quoi. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir perdu un peu son. Elle me paraît plus touchée par les événements et moins en capacité de comprendre que celle qui a 13 ans. Alors, oui, il y a Nadège, j'allais vous le dire, mais c'est Nadège envoie un petit SMS, elle est très réactive, je l'en remercie là pour dire, déjà c'est une décision courageuse de vous séparer de vos filles pour elles comprendront plus tard. Elles peuvent aussi, c'est vrai qu'elles sont
c'est compliqué. Elles ont 11 et 13 ans. C'est le moment comme ça de la préadolescence. Hein. C'est un moment un peu aussi difficile, particulier, où elles peuvent aussi un peu entrer en conflit avec vous. Il y a des choses qui peuvent intervenir, un peu de régler des comptes à ce moment-là avec vous. Et puis ça peut être une façon aussi de réagir à la séparation, où elles peuvent se sentir aussi avoir un sentiment un peu d'abandon. Même si, évidemment, c'est pas du tout de cela dont il s'agit. Ouais, je leur ai bien expliqué que c'était pas le cas. Et elles m'ont bien dit qu'elles avaient compris que c'était... Voilà. Alors, elles peuvent l'avoir compris, et c'est important que vous leur ayez expliqué, que la juge des enfants aussi, qui voyez, comprend, parce que... et fait alliance avec vous et de votre côté, parce que la juge des enfants, malheureusement, de par son métier, voit souvent reçoit des enfants très très abîmés, hein, par déjà, bien qu'étant petits, jeunes, par la vie, ou par des familles, très peu structurées, très peu structurantes, très peu contenantes. Or, quand elle a des parents, quand elle a des parents qui viennent demander, parce que vous demandez de l'aide finalement, et qui peuvent dire, là j'ai besoin d'aide et je suis plus en mesure là parce que j'ai besoin moi d'aide, d'accompagner mes enfants, elle sait à quel point ça doit vous coûter et à quel point ça demande du courage. Donc elle est à côté, à vos côtés. Oui, ça fait 12 années que je les élève toute seule. Et c'est vrai que entre-temps, j'ai su que j'étais bipolaire, mais c'était trop tard, j'avais fait des enfants. Mais écoutez, faire des enfants en étant bipolaire, exactement. Mais là, j'ai trouvé le bon traitement, mais maintenant, qu'elles sont parties, j'ai enfin trouvé le bon traitement, quoi. C'est important. Mais je peux plus les reprendre, les pères veulent pas. Ah, mais attendez, c'est pas eux qui décideront de tout. Ce sont aussi vos filles, Marilyn, et c'est vous qui avez décidé de les confier à leur père parce que vous n'alliez pas bien à un moment. Mais c'est pas vos filles ne sont pas votre possession, pas plus qu'elles sont la possession de leur père. Voyez. Oui, donc en même temps, il me dit le père de la cadette, tu vas pas jouer au yo-yo avec nous, comme ça on les prend. On les prend. D'autant que depuis qu'elles sont avec leur père, je dois franchement constater que elles ont pris du poids, parce qu'à la fin j'avais du mal à faire les repas réguliers. C'était vraiment, c'était pas bien du tout. Hein. Elles ont pris du poids, elles ont des meilleures notes, donc. Oui, vous constatez qu'il y a mieux-être, qu'elles sont bien. Bon. J'ai bien fait, donc. C'est une bonne décision que vous avez prise pour elles. Ouais. Oui, bien. C'est pour ça que je vois pas pourquoi je reviendrai en arrière. Non mais attendez, vous savez, c'est long. Elles ont là, ça fait 1 an. Voyez, entre-temps, vous avez déjà trouvé un traitement qui vous correspond mieux, qui vous stabilise. Donc, entre-temps, parallèlement, j'imagine que parallèlement à ce traitement, vous faites un travail sur vous, de psychothérapie. Oui. Bon. Je reprends juste, là. Parce que c'est à cause de l'arrêt de cette psychothérapie que c'est arrivé tout ça. Tant que j'allais le voir, ça allait. Oui. Puis, je n'ai plus de voiture pendant 1 an. Et pendant cette année-là, je dégringolais. Oui, c'est ça. Parce que je n'ai plus été voir le thérapeute, je me rendais pas compte à quel point j'en avais besoin. Oui, à quel point vous n'alliez pas bien. Donc, vous voyez, entre déjà le fait qu'on ait trouvé un traitement qui vous stabilise bien, que vous repreniez votre thérapie, vous allez aller de mieux en mieux. Et vos filles elles-mêmes, pour le moment, c'est là où le père d'une de vos filles qui dit, bien sûr qu'il n'est pas question de faire le yo-yo avec les enfants. Il ne s'agit pas de dire, il n'y a pas à dire, je les prends, je les reprends pas, j'ai peur de pas assurer après si je les reprends. Alors, il faut que vous soyez, vous, dans un état effectivement plus stable, parce qu'il ne s'agit pas de pouvoir dire, elles vont revenir vivre à la maison, et puis à nouveau, vous vous sentez pas bien ou pas en mesure. Bon. Donc, surtout qu'elles ne le veulent pas, elles, pour l'instant. Alors, c'est ce que j'allais dire, leur décision compte aussi. Et puis, mais ça se trouve, à un moment, c'est elles qui vont demander aussi, dire on a envie de revenir chez maman ou d'aller plus souvent chez maman, vous voyez. Donc, tout ça, vous savez, la vie, il faut pouvoir s'adapter. Elle-même, à un moment, risque de demander ou de dire ma sœur me manque, on a besoin d'être plus ensemble. Donc,
bon, on a besoin de se voir plus souvent et donc ça va être le point de chute, ça va être à nouveau chez maman, passer plus de temps ensemble chez maman. Donc ça peut, vous savez, les choses vont forcément évoluer. Mais la priorité, c'était ce que vous avez fait. Vous avez eu une réaction, je trouve, vraiment très saine, très courageuse. C'est de dire là, vous ne pouviez plus. Vous les avez protégés de vous-même en les confiant à leur père, qui peuvent être des pères pour elles, puisque finalement, vous le dites, elles sont bien aussi chez leur père. Elles vont bien. Donc, c'est aussi très rassurant pour vous de savoir qu'elles vont bien. Avec la petite qui est un petit peu livrée à elle-même, je suis par des voisins qui traînent un peu avec des grands garçons de 22 ans alors qu'elle a encore 11 ans, mais bon, je peux rien faire, je peux pas, il est un petit peu comme ça, un petit peu... Enfin, si elle a 11 ans, faire attention, elle n'a pas à traîner avec des garçons de 22 ans. Hein. C'est ce que je lui ai dit, mais si je le dis au père, il va se mettre en colère, je le connais. Mais non, mais il faut le signaler au juge des enfants. À 11 ans, elle est trop jeune pour traîner avec des enfants de 22 ans. Hein. Avec des enfants, avec des jeunes de 22 ans. Hein. C'est ce que je lui ai dit. Elle me dit, mais c'est parce qu'il a un chaton chez lui et c'est le frère de mon copain qui a 12 ans. Je lui dis, t'as pas à rentrer chez lui, t'as pas à te promener avec lui. Non, mais elle va voir si elle est avec un copain de 12 ans, ça, ils sont du même âge, mais qu'est-ce qu'elle fait? Alors, après, il a un frère. Oui, mais il y a des parents. Il y a des parents. Il y a un grand-père dans la maison. Mais les parents, ils m'en parlent pas. Il y a un grand-père, un frère. Ouais, chez son copain là dont elle est amoureuse aussi, ça m'inquiète déjà à 11 ans. Elle a ça c'est entre enfants. On peut être amoureux à 11 ans, on peut être amoureux à 3 ans, on peut être amoureux à 5 ans. À 11 ans, pourquoi on serait pas amoureux? Elle est amoureuse. Elle serait amoureuse d'un garçon de 22 ans, c'est plus embêtant. Et si lui aussi, c'est plus embêtant. Si lui aussi est amoureux d'elle, vous voyez, parce qu'après tout, elle pourrait être amoureuse d'un garçon de 22 ans, et puis que lui, il soit amoureux d'une fille de 25 ans, il n'y a pas de souci, ou de 22 ans, bon. Mais là, il a 12 ans, le garçon, hein. Donc c'est entre. Parce que l'autre jour, quand non, il ne faut pas que ça vous inquiète, ça. Non, c'est pas. Voilà, mais c'est une voisine amie qui m'a dit que. Elle était venue le rendre visite avec son grand frère qui est âgé de 22 ans et que ça l'avait inquiété. Elle m'a appelé pour me le dire. Attendez, je comprends pas. Qui était venu rendre visite à qui? Une amie à moi qui est voisine du papa de ma fille cadette. Oui. À qui ma fille cadette est allée rendre visite. Elle est allée lui faire un coucou en vélo. Elle était accompagnée de ce jeune homme de 22 ans qui est le grand frère de son fiancé. Oui. Oui. Voilà. Mais ça, c'est le grand frère aussi. Oui, voilà. Oui, là, peut-être qu'attention de ne pas trop projeter votre angoisse. Ça peut être aussi... c'est elle qui m'a appelé pour me dire son inquiétude, alors... Oui, mais peut-être que, cette dame aussi, elle voit un peu le mal partout, hein. Écoutez, ce petit garçon, là, ce jeune garçon, c'est plus un petit garçon à 12 ans, ce jeune garçon de 12 ans, il a un grand frère de 22 ans, bon... et alors, ce grand frère de 22 ans, je vois pourquoi, vous voyez, elle vous dit pas que le grand frère de 22 ans, il lui a fait des propositions, non, je ne sais quoi. Elle connaît pas le garçon de 12 ans. Elle a simplement vu que ma fille venait toquer à sa porte et qu'elle était accompagnée d'un jeune homme de 22 ans. Oui, mais vous me dites, attendez, on s'égare un petit peu. Là, vous me dites que elle connaît, elle aime bien ce garçon de 12 ans. Donc, voilà, c'est pas un problème, ça. Ils ont le même âge. Oui, ça d'accord. Et c'est le frère, donc c'est pas un problème. C'est le frère avec qui elle était toute seule. Voilà, mais bon. Et la veille, quand j'ai appelé son père, il m'a dit, je peux pas te la passer, je sais même pas où elle est. Donc, à ce niveau-là, au niveau... oui, mais est-ce que ça, c'est pas un peu pour vous provoquer? Peut-être, oui. Oui, c'est pas malin de dire ça. Et là, vous pourriez lui dire, si je te l'ai confié, c'est pour que tu t'en occupes. Parce que moi, à ce moment-là, j'étais pas à même de m'en occuper et je voulais la protéger. Alors, si c'est pour que tu me répondes ça ne va pas. Et à ce moment-là, je vais agir je vais agir en fonction de ce que tu me dis. Parce que à 11 ans, tu dois savoir où est notre fille. Il faut pouvoir lui répondre là. Hein. Parce que soit c'est de la provocation, et c'est pas malin, soit si c'est la réalité,
la réalité. Il faut, si c'est la réalité, il faut le signaler au juge des enfants. C'est-à-dire qu'à 11 ans, il n'est pas normal qu'il ne sache pas où est votre fille. Il doit savoir où elle est. On ne laisse pas une enfant de 11 ans sans savoir où elle est, traîner comme ça. Elle est encore trop petite. Voilà. Oui, c'est ce Donc que il faut être ferme. Hein. C'est pas parce que, vous voyez, vous devez pas vous sentir fragile là-dessus. C'est pas parce que vous l'avez confié, parce que vous-même à un moment vous vous sentiez fragile, que vous devez dire j'ai le droit de rien dire. Non, vous l'avez confié justement parce que vous lui faites confiance. Ouais. Donc s'il s'avère pas digne de cette confiance. Écoutez, vous l'avez confié parce que vous pouvez normalement vous reposer sur lui. S'il n'est pas à même d'entendre et d'assumer ça, il faudra en parler au juge des enfants en disant, comme vous me le dites à moi, je suis préoccupée. Parce que soit effectivement le juge des enfants peut convoquer le père et dire, écoutez monsieur, qu'est-ce qu'il en est ? On a rendez-vous bientôt là. Alors il faudra en parler. Il faut en parler avec le juge des enfants. Mais j'ai peur que ce soit la guerre déclarée et que la fille elle pâtisse de cette. Oui, mais il faut quand même en parler un petit peu. Parce que de deux choses l'une, encore une fois, soit elle est livrée à elle-même et c'est problématique, parce qu'une enfant de 11 ans n'a pas à être livrée à elle-même. Ouais. Il faut savoir ce qu'il en est. Voilà. Bon. Et vous, il faut vraiment vous occuper de vous, travailler en psychothérapie. Pourquoi vous-même vous avez cette difficulté, puisque comme vous dites, depuis c'est lié à votre enfance, à ces blessures qui viennent de la petite enfance et qui marquent comme ça à vie, qui entravent votre vie. Donc bon, vous avez là où vous avancez, où vous évoluez, là où on vous a fait souffrir, vous enfants, il y a quelque chose en vous qui réagit pour ne pas reproduire justement le même schéma avec vos filles. Vous répétez pas la même histoire puisque vous êtes une bonne mère à votre façon, vous les protégez. Il faut aussi que vous en ayez conscience. Donc maintenant, il faut vous occuper de vous. Voilà. Marilyn, continuez. Je sais pas ce que c'est. C'est déjà prendre soin de vous comme vous le faites. Vous avez un traitement qui vous stabilise. Vous reprenez votre psychothérapie, c'est-à-dire tout ce que vous aviez arrêté. Donc c'est aussi, pendant que vos filles, en tout cas il y en a une pour qui ça se passe bien, il y en a une autre où il faut voir un petit peu ce qu'il en est, eh bien ça va vous permettre, vous, de vous consacrer à vous. Voilà. Il y a Elena qui dit, pour conclure, bon courage pour vous, et c'est plus tard que vos filles comprendront ce que vous avez fait. Puis il y a petite Kate qui dit, peut-être écrire une lettre à vos filles que vous leur remettrez un jour, et dans cette lettre vous pouvez expliquer les raisons de tout ça, leur dire l'amour que vous leur portez, et peut-être demander au père de faire des rencontres 1 ou 2 fois par mois. En tout cas, en parler avec eux et en parler en disant que vous êtes avec le juge des enfants un petit peu préoccupé par rapport à ce qui s'est passé, sans déclarer la guerre, mais en parler. Bon courage Marilyn. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Pour parler à Caroline Dublanche, Appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Greenwashing. Des SMS qui arrivent au 7 39 21 pour Marilyn. Brigitte qui dit c'est le début de la préadolescence aussi, et même dans des situations plus classiques, il peut y avoir beaucoup d'agressivité. Et puis Osiris qui dit profitez de cet éloignement pour comprendre votre propre fonctionnement et pour vous attarder sur votre histoire familiale et personnelle. Bonsoir Claire. Bonsoir. Bonsoir. Donc en fait, moi j'appelle parce que je suis en fait, je pense actuellement dans une période de changement et ça me fait très très peur dans plusieurs domaines, notamment dans celui de l'amour. Et en fait, j'ai fait une rencontre géniale récemment. Oui. J'ai eu la chance de gagner un voyage sur une radio concurrente à vous, mais bon, c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien. J'ai fait des rencontres géniales là-bas, dont une qui m'a particulièrement touchée.
Et je pense que naît une grande amitié, ce qui est très bien. Oui. Mais le problème, c'est que ayant des attirances très fortes pour les femmes, Oui. ce qui me fait peur, c'est que je suis en train de me demander si je ne tomberai pas un peu amoureuse d'une de mes deux amies. Rencontrée au cours de ce voyage-là? Ouais, parce Oui. que au cours de ce truc-là, Oui. j'ai un peu vu mon comportement en fait. Bon, j'ai rien dit, mais il y avait des moments donnés où j'avais admettons une sorte de jalousie. Oui. En fait, pas vis-à-vis de certains trucs que j'ai vus. Et je me suis dit merde, putain, mais c'est pas possible. Cette personne-là, est-ce que c'est de l'affection, c'est autre chose? Bon, on va en parler alors, Claire. Est-ce que vous êtes en train de tomber amoureuse d'une amie? On en reparle après le journal de minuit. Restez avec nous. De votre libre antenne. Nous sommes en direct jusqu'à 1h. Vous pouvez continuer à nous parler de vous en appelant le 39 21. Et si une histoire vous touche, fait écho à la vôtre, vous pouvez également nous rejoindre à tout moment en composant ce numéro pour dialoguer avec nous à l'antenne. Vous pouvez également nous écrire sur le site europe1.fr ou nous envoyer un petit texto au 7 39 21 en le commençant par le mot nuit. Alors pour Marilyn qui nous parlait de ses filles qu'elle avait confiées à leur père respectif parce qu'à un moment elle se sentait trop fragile pour pouvoir s'en occuper. Marc nous envoie un petit mail en disant félicitations pour cette décision et il dit je lui souhaite de continuer à être bien stable et de continuer ses soins et traitements. Moi-même diagnostiquée bipolaire depuis 7-8 ans et stable également depuis avec un bon suivi CMP. Je lui souhaite vraiment beaucoup de courage. On va maintenant poursuivre avec Claire. Alors Claire, vous êtes assez stressée en ce moment parce que vous avez fait un voyage. Au cours de ce voyage, vous avez rencontré de personnes, de femmes avec qui vous avez sympathisé, mais vous dites que vous ressentez une attirance très forte pour des femmes. Et là, vous dites que il y en a une dont vous êtes en train de tomber amoureuse. Ouais, en fait, je pense que effectivement, il y a une amitié très forte qui se crée, ce qui est très bien. Et effectivement, ayant des attirances pour les femmes, ça me fait très peur. Pourquoi ça vous fait peur? Eh ben, parce que je n'ai pas envie de tomber amoureuse, parce que je sais pas quelle peut être sa réaction. Et je pense que pour des raisons que je n'énumérerai pas par respect, c'est pas le moment pour elle. Et je préfère rester sur l'amitié. À la rigueur, ça risque d'être très dur pour moi. Mais si un jour j'arrive à lui dire, je lui dirai. Au pire, je garderai le silence. Et j'aurai ce qu'on appelle une amitié silencieuse du point de vue sentiment. Et je garderai en gros, je me priverai d'aimer, et quelque part ce n'est pas un problème parce que c'est toujours ce que j'ai vécu jusqu'à présent. Mais vous n'avez jamais vécu d'histoire d'amour avec une femme? Des flirts.
des flirts, mais c'est vrai que je suis très très attirée par ça. Et mais vous l'interdisez d'aller plus loin que le flirt? De toute façon, par rapport à mon passé. Pourquoi? Je me suis toujours interdit d'aimer et j'ai toujours vécu que des flirts. Et aujourd'hui, j'ai 32 ans. Ouais. Alors, j'ai essayé de faire l'amour avec un garçon. Ça s'est pas bien passé, enfin pas super bien passé. Et ça m'a plutôt laissé une angoisse des mecs qu'autre chose. Donc, du coup, je me dis qu'effectivement, j'aurais peut-être besoin de me rassurer vis-à-vis des femmes. Mais quelque part, la question que je me pose aussi, c'est parce que énièmement, il y a eu un décès de ma mère, et d'autres me disent mais non, c'est parce que t'as perdu ta mère, etc., machin, que t'aimes les femmes, alors que quelque part on pourrait se poser la question tout simplement. J'ai tout simplement besoin d'affection, mais moi je sais que j'ai besoin d'affection, mais que j'ai besoin aussi beaucoup d'amour. Et mon attirance pour les femmes, ça n'a rien à voir avec le décès de ma mère. Je sais que j'ai des attirances. Toutes les femmes il y a des femmes qui ont perdu leur mère précocement et qui pour autant ne ressentent pas d'attirance pour les femmes. Hein. Donc effectivement, vous pouvez très bien avoir une attirance, du désir pour les femmes et... Simplement, ce qui questionne, c'est pourquoi vous ne vous autorisez pas à vivre, à aller au bout de votre désir, puisque vous avez eu parfois une attirance partagée, puisqu'il y a flirt. Pourquoi vous n'allez pas plus loin? Parce que je pense que j'ai vécu l'interdit dans le domaine professionnel, et peut-être que du coup, ça m'a bloquée. L'interdit à quel niveau? J'ai eu des attirances qui étaient plus ou moins réciproques à certaines périodes dans le domaine professionnel et qui n'ont pas pu se vivre jusqu'au bout. Et peut-être que ça m'a bloquée. Mais parce que ces femmes étaient dans le travail, c'est ça? Oui, et que ça soit des relations qui sont pas trop possibles ou mal vues, peut-être que ça m'a bloquée sur ma vie personnelle. Oui, mais celle avec qui vous avez eu des flirts, ça aurait pu être possible. Pourquoi c'est pas allé plus loin? Parce que c'était des flirts... Vous aviez quel âge? J'étais ado à l'époque, donc c'était pas super. Ah oui, d'accord, c'était la période des flirts. Voilà. Mais après, aujourd'hui, vous avez 32 ans. Vous voyez, alors après, c'était mal vu, mais vous avez essayé quelque chose? J'ai essayé, et c'est vrai, avec certaines, et j'aurais pu avoir des belles histoires, je dis pas le contraire, mais c'était très confus, et il y avait beaucoup de comment on dit, quand la personne suit, parce que d'où ma fragilité, d'où mon passé très très lourd. Quelque part où ces personnes-là n'avaient pas la patience, où ça leur faisait justement très 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 peur. Et j'ai pas envie que ça se reproduise. Mais alors ce passé très lourd, il faudrait peut-être à un moment vous pencher dessus, parce que vous dites un passé très lourd. Alors vous avez perdu votre mère précocement, si je comprends bien. Vous étiez enfant, adolescente? Je sortais de l'adolescence, oui. Vous sortiez de l'adolescence. D'accord. Bon, donc vous avez quand même eu votre mère pendant votre enfance et votre adolescence, à des moments où vous avez pu vous appuyer quand même sur elle, vous construire par rapport à elle. Quelle relation aviez-vous avec elle? J'étais très proche. Elle était limite trop comment on dit, surprotectrice. D'accord. Et avec votre père? Il y a eu un éloignement et il y a un rapprochement qui se fait tout doucement. Il y a encore des crises de tension avec lui de temps en temps, mais on essaye quand même le plus possible de les éviter, et ça va de mieux en mieux. Bon, ça c'est important pour vous, j'imagine. Oui, c'est important. Ce qui est important et ce qui me sauve aussi, c'est d'avoir un demi-frère aussi, que je voyais pas beaucoup ces derniers temps, mais là, il y a un rapprochement qui se fait beaucoup plus souvent, parce que j'ai quand même fait un grand pas ces derniers temps. Je pense que ce qui me fait un peu peur aussi, c'est que je suis en période de changement. Changement par rapport à quoi? Dans le domaine professionnel, que effectivement ce genre d'amitié-là, ce genre je rencontre pas
pas mal de gens, point de vue amical aussi. Et c'est quelque chose qui est tout nouveau parce qu'avant j'étais vraiment isolée. J'avais vraiment très peu d'amis, peut-être un ou deux. Bon là, j'arrive à avoir 15 contacts en 6 mois. Bon, et c'est bien. C'est tout nouveau pour moi en fait, et ça me fait peur. Et vous avez peur, ça revient constamment dans votre bouche. Vous avez peur de tout. Et vous dites, d'ailleurs, ce qui vous sauve, c'est un demi-frère. J'ai envie de dire, ce qui vous sauve de quoi? Alors, de ce passé lourd, qu'est-ce qui me sauve d'un passé lourd où il y a des fois, c'est très difficile à remonter à la surface, quoi. Et qu'est-ce qui est si lourd? L'absence, le deuil à supporter. Et en fait, il y a quelque chose qui à mon avis n'a pas été très bon. Je pense que je peux me remonter, il n'y a pas de souci. Mais il y a des moments donnés, ça me fait faire des cauchemars atroces. C'est que je perdais ma mère et j'ai eu un épisode HP pendant 15 jours. Et justement, ceci étant, j'ai eu la force de dire, moi je ne reste pas là, je suis trop fragile, je suis en train de perdre ma mère, je ne peux pas. Et j'ai eu la force et le courage de travailler, d'avoir un mental d'acier à ce moment-là pour, au bout de 15 jours, dire, allez hop, vous estimez que je peux sortir, je sors. Et voilà, et je suis arrivée, j'avais le pied, j'avais marché sur des bouts de verre et tout ça, je suis ressortie, je chantais, quoi. Je leur chantais une chanson au médecin. Donc je me suis dit, t'es capable d'avoir un mental. Donc ça c'est déjà positif, ne reste pas là-dedans. J'ai pris quelques peu là, je sais plus quoi là, ce qu'ils donnent, j'ai pris que ça, une connerie comme ça. Par la suite j'ai pris un truc, un autre truc, je sais plus comment ça s'appelle, le genre un relaxant. Aujourd'hui je prends plus rien. Quand je suis stressée, j'arrive à faire avec. Je prends un petit peu de sédatif PC. Alors il faut savoir que j'ai des soucis de thyroïde, donc mon dosage est bon. Est-ce que vous êtes suivi sur le plan psychologique? Oui. Ouais. Bon là ça fait 8 mois que j'allais bien. Et là, effectivement, je me disais qu'effectivement, tous ces petits questionnements... c'est pas des petits questionnements. Déjà, par rapport à cette attirance-là, éventuellement, mais surtout le fait que... pourquoi sans arrêt, ça revient quand même. Alors là, je suis en train de me dire, tiens, ça fait 8 mois que je fais plus de cauchemars. Et puis là, Ce sont toujours les mêmes cauchemars? C'est lié à la mort de votre mère? Ouais. Et en fait, ce qui est pas bon, c'est à mon avis, c'est d'avoir été en HP quand je perdais ma mère. Parce que j'ai vu des trucs C'est au moment où votre mère était malade que vous avez été hospitalisée en psychiatrie? Ouais. Et même 15 jours, ça me fait faire des cauchemars des fois. Parce que, en plus, c'est très douloureux ce que je vais dire, mais non seulement je fais des cauchemars de ses cris, les cris de ma mère quand elle était malade, parce qu'elle avait l'Alzheimer, une maladie de pique dégénérante, et non seulement j'entendais des cris en HP. Et quand ça fait double consonance, je peux vous dire qu'il y a des fois je me réveille... c'était très angoissant pour vous. Et il y a des fois je dors pas du tout, ouais. Et en fait, je me disais, mais mes insomnies viennent d'où? Et je me demande si ça vient pas de là, quoi. Bon, il faut que vous en parliez de tout ça, parce que le fait, en même temps que vous fassiez des cauchemars, ça montre qu'il y a quelque chose qui reste très douloureux, traumatisant, mais c'est une façon aussi d'essayer par dans la nuit de vous libérer de quelque chose. C'est aussi, évidemment, c'est pénible parce que vous n'arrivez pas, ça vous réveille, c'est angoissant, c'est très anxiogène, mais c'est aussi quelque chose qui travaille pendant la nuit. Voyez? Alors le fait que ça soit toujours le même cauchemar, quelque chose de toujours comme ça récurrent, ça montre que oui, il y a quelque chose à travailler qui demande à être élaboré. Mais ça veut dire que aussi c'est quelque chose qui travaille, voyez, qui agit, et donc c'est pour ça que c'est important que vous soyez accompagné par un travail de thérapie aussi pour avoir un lieu pour poser tout ça, parce que déjà perdre votre mère comme ça au sortir de l'adolescence, c'est quand même un âge où vous aviez encore besoin d'elle, même si elle a été là dans votre enfance, dans votre adolescence, mais c'est quand même une mort prématurée. Et puis d'une maladie telle que
la maladie d'Alzheimer, qui est une maladie très angoissante où votre mère déjà s'éloignait de vous. Vous ne pouviez plus, alors que vous étiez tellement proche d'elle, avec une relation particulière très surprotectrice, où là, elle ne pouvait plus. Vous avez perdu cette protection, et puis de toute façon cette maladie aussi est très angoissante, et comme vous dites aussi cet univers, vous voyez, vous avez complètement vacillé à ce moment-là, au point de vous retrouver en psychiatrie. Vous aviez perdu tous vos repères, comme votre mère d'ailleurs, un peu elle-même perdait ses repères, notre forme évidemment. Donc ça demande quand même, ça questionne tout ça. Comme aujourd'hui cette peur que vous avez finalement. Quand vous vous interrogez dans vos relations amoureuses, comme si vous ne vous autorisiez pas à aimer. Alors vous êtes attiré par des femmes, très fortement attiré par des femmes, mais vous ne vous autorisez pas à aimer parce que vous vous interrogez finalement quel est votre désir au fond. Qu'est-ce que vous attendez de ces femmes, et vous dites... vous avez dit, au fond, cette amitié est précieuse pour vous. Et en exprimant du désir, vous avez peur de perdre cette amitié. Donc, vous semblez dire que leur amitié, cette proximité affective, c'est au fond de l'amour sans sexualité, l'amitié. C'est une forme d'amour, l'amitié. Bien sûr. Où il n'y a pas de sexualité. C'est important, et d'autant plus que vous étiez très isolé jusqu'à présent. Or, cette solitude, vous êtes en train de la briser. Ça veut dire que vous allez mieux, vous êtes en train d'évoluer. Et que cette amitié, elle vous est précieuse, et peut-être plus précieuse pour le moment que de faire exploser ça en exprimant du désir et quelque chose qui est de l'ordre de la sexualité. D'autant plus que vous ne savez pas forcément très bien ce qui est en jeu. Tout à fait. Donc, ça c'est important d'y réfléchir, de continuer à travailler sur vous, d'autant qu'il y a des choses qui bougent et qui bougent dans le bon sens, Claire. Parce que vous êtes en train de sortir un peu de votre solitude et de votre isolement en osant vous lier à d'autres personnes. Ouais, c'est vrai que je vais beaucoup plus faire les autres, ouais. Ça, par exemple, j'avais fait une formation dans le commerce, on m'avait dit que j'avais du mal par rapport à ça. Et c'est quelque chose qui est en train d'évoluer d'une manière assez spectaculaire, et tant mieux. Et alors il y a quelque chose que je fais. Je fais beaucoup de natation, ce qui est très bien. Oui. Par contre, on m'a conseillé de faire en plus du yoga, parce que parfois le fait de faire de la natation, ça peut stresser un peu de par le manque. C'est-à-dire dès qu'on s'arrête, on a tout de suite envie de reprendre. Et comme moi je suis quelqu'un d'assez nerveuse, pour canaliser tout ça, on m'a conseillé de faire... Alors, je voulais faire de la plongée, mais je peux pas parce que j'ai des soucis auriculaires. Donc, non, mais le yoga peut être très complémentaire. Yoga, oui. Ou le Qigong, ou le Tai Chi, des choses comme ça. Tout à fait. Oui, tout à fait. Ça peut vous faire beaucoup de bien. Oui. Et parallèlement, c'est ça, la natation, si vous êtes dans l'eau, il y a aussi ce côté être dans l'eau, c'est très relaxant, ça vous fait du bien. Et en même temps, l'eau, c'est le liquide originel, quand même. Et après, vous pouvez faire un travail sur le souffle, le yoga, le Qigong, quelque chose qui vous recentre aussi sur vous-même, qui vous apaise. Et puis parallèlement à ce travail de thérapie. Et vous allez voir doucement, vous allez un peu retrouver un équilibre. Je pense. C'est ce que je vous souhaite, Claire. Ok, merci beaucoup en tout cas. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Yes, just a friend. Un petit message de Cyril pour Claire qui dit « Je vous envoie de belles pensées, rassurez-vous, vous serez bientôt apaisée au sujet de vos cauchemars. Je vous embrasse, Claire. » Et puis Brahms qui dit « Occupez bien de vous et de votre santé avant tout. » Avant d'accueillir Laurence qui voulait revenir sur le témoignage de Nadia qui est auxiliaire de vie et qui a rencontré des difficultés au cours d'un remplacement qui est convoqué lundi et qui est donc préoccupé évidemment par cette convocation. Des messages justement qui arrivent pour Nadia. Coccinelle dit « Vous faites honneur à votre profession, vous mettez la personne au cœur de votre travail, ne vous laissez pas faire, vos initiatives étaient justifiées. » Nadia
avait demandé un lit médicalisé pour une personne qui était hémiplégique, qui dormait sur un clic-clac, un siège de douche, et en fait on lui en faisait le reproche en disant qu'elle était outrepassé un peu son rôle. C'était justement la personne qu'elle remplaçait qui un peu l'avait mal pris. Alors il y a Nadia, il y a Isaac aussi qui dit: aujourd'hui on demande tout le temps des comptes à ceux qui sont en première ligne. Répétez vos arguments, préparez-les, défendez-vous, ne vous laissez pas faire, ayez les idées claires. Le calme et la clarté sont les atouts nécessaires afin que cet entretien se passe pour le mieux. Bon courage à vous. Et puis Bruno qui dit: pour votre auditrice, lui conseiller de rester professionnelle, de ne pas parler de ce qui est médical et faire ressortir son humanisme. Si elle a des soucis, il me semble qu'elle peut appeler le 39 77. C'est pour la maltraitance aux personnes âgées, aux personnes handicapées. Et puis il y a également Cyril, alors qui dit: sans excuser le médecin, les lits médicalisés peuvent être dangereux. Lorsque les patients ne savent pas ou ne peuvent pas les utiliser correctement. Je suis infirmier, j'ai vu des gens se blesser avec les barrières. On va accueillir maintenant Laurence. Bonsoir Laurence. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, je suis un peu intimidée, hein. Je suis désolée, hein. Ça va peut-être pas être très clair, mais je voulais intervenir par rapport au témoignage de Nadia, donc concernant son intervention auprès des personnes hémiplégiques, hein. Et j'ai cru comprendre aussi qu'il y avait des problèmes d'alcool. Voilà, je suis éducatrice spécialisée et je souhaitais dire qu'en fait son intervention était tout à fait pertinente, hein, pour le fond, à mon avis, hein, et peut-être un peu moins au niveau de la forme. Alors je m'explique. En fait, cette personne, je pense que c'était plus une question de champ d'intervention, hein, selon ses compétences, hein, et que en principe, alors moi je travaille dans SAVS, c'est un service d'accompagnement à la vie sociale, et j'intervenais auprès de personnes qui c'était un handicap mental, hein, et psychique, et mon travail, mission consistait en fait à faire le lien avec les équipes d'auxiliaires de vie sociale, avec les paramédicaux qui pouvaient intervenir chez les usagers. Ça pouvait être infirmière, ça pouvait être aussi également kinésithérapeute, etc. Et il faut savoir que c'était vraiment un travail d'équipe. Alors quand je parle de champ d'intervention, c'est pas pour dire que chacun a une place bien, si chacun a une place bien déterminée, mais qui fait un tout pour accompagner la personne au mieux. Et je pense qu'il aurait fallu que Nadia peut-être se serve de cet outil, hein, puisque l'observation reste un outil, on va dire, éducatif, hein, à part entière, pour faire le lien avec l'équipe éducative. Et elle aurait eu certainement un retour de ce qui avait déjà été fait, hein, au préalable, auprès de la personne, en sachant que l'idée, c'est aussi que la personne soit active, hein, l'usager soit actif dans une démarche afin qu'il puisse investir l'action qui sera menée pour lui. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que il y a certainement un problème d'ego, j'imagine aussi, hein, par rapport à sa collègue qui. Moi, je pense que c'est ça, c'est vraiment un problème d'ego. Oui. Hein. Voilà, il y a ça, mais on va essayer de dépasser ça, parce que ça, l'ego, voilà, c'est tout un chacun. Non, mais j'entends qu'il y a une hiérarchie à respecter et qu'effectivement, on peut pas agir. C'est ce qu'on pouvait entendre effectivement et que j'ai pas souligné. J'entends votre intervention en tant que professionnel, c'est-à-dire qu'on doit rendre des comptes à sa hiérarchie et qu'on peut pas agir simplement peut-être à son niveau, elle aurait dû peut-être passer par sa hiérarchie et pas agir simplement, voilà, son niveau de compétence, c'est ce que vous dites. À titre comme ça, directement, il aurait fallu qu'elle passe par, qu'elle remonte un peu, qu'elle fasse remonter l'info. Voilà, c'est ça. Mais pourquoi l'autre personne qui travaille auprès de cette dame-là, qui vit dans le clic-clac depuis 1 an, elle travaille auprès d'elle depuis 1 an, pourquoi elle l'a pas fait ? Mais peut-être qu'il aurait fallu savoir si ça avait été déjà fait. Alors quand je parle de hiérarchie, moi je vois plutôt l'équipe. Vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment l'équipe. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des travailleurs sociaux. Moi en l'occurrence, il m'est arrivé dans mon champ d'intervention, c'était de contacter le service social, par exemple, ou mairie, pour qu'ils puissent avoir une AVS à domicile. Et cette AVS, je travaillais en étroite collaboration avec elle. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, j'avais mon observation dans mon champ de compétences parce que voilà, c'est
c'est comme ça que j'ai été formée. Et cette personne pouvait me faire des retours aussi. Et moi-même, je faisais des retours lors de réunions. Souvent, ces personnes pouvaient intervenir dans des réunions. Et on faisait un point, savoir comment, par exemple, j'ai entendu que cette personne était sous tutelle. Ben, l'idée, c'est aussi de fonctionner avec la tutelle. Ça fait partie du partenariat. L'idée, c'est de, même en termes de budget, pour louer un lit, ben, il faut savoir qu'il faut monter un dossier, il y a un budget, savoir si la personne est à même de pouvoir régler cette dépense. Et si c'est pas le cas, à ce moment-là, on intervient auprès des assistantes sociales, ou alors ça peut être nous-mêmes, on peut le faire également pour faire une demande d'aide financière. Enfin voilà, ce que je veux dire, l'équipe c'est très important parce que ce que je veux dire, pour faire un point vraiment resituer la personne au cœur du dispositif, il y a dans une équipe, dans une association, il y a un projet d'accompagnement personnalisé pour la personne. Cette personne, elle est actrice de ce projet. Donc, certainement, j'imagine que, au vu de ce qui est décrit, du handicap de la personne, du handicap social également, que ce travail certainement a dû être fait. Alors, il aurait fallu peut-être faire le point de savoir qu'est-ce qui a été fait à ce jour pour qu'il y ait un lit sinon médicalisé, pour le siège des toilettes. Enfin, mais ça pose question. S'il a été fait, écoutez, visiblement, voyez, parce que la réponse qui a été faite par la personne qui remplace. Bon, évidemment, on a le point de vue de Nadia, mais je dis je fais confiance à Nadia. La réponse qui a été faite par l'autre personne, qui après tout pourrait lui dire, si c'est pas qu'un problème d'ego, aurait pu lui dire de quoi tu t'occupes, de quoi tu te mêles. J'ai déjà fait un rapport, il y a une procédure qui est en cours. Or, il ne lui a pas été répondu cela, Nadia. Vous voyez, dans ces cas-là, on aurait pu comprendre à la limite de dire, écoute, là, tu as été un peu vite en besogne, tu n'as pas rendu compte à l'équipe, tu as voulu agir de ton propre chef. Or, il y a déjà quelque chose, il y a un dossier qui est monté, il y a quelque chose qui est en cours. Et moi-même, j'ai d'ailleurs demandé, et il y a quelque chose qui est en cours pour le lit médicalisé, Or, il y a rien, ça n'a pas été dit. Oui, ça a été dit parce que le ressort dans la réponse c'était plus l'ego, il me semble. Voilà. Oui. Donc peut-être que Nadia, ce qu'elle pourrait faire, c'est voir le référent éducatif qui s'occupe de cet usager et de remonter à la source et de savoir effectivement ce qui a été mis en place par rapport à c'est pas possible. Depuis un an que cette personne. Vous pensez? Non, enfin moi ça me paraît très très très. Oui, assez incroyable. Voilà. Bon, maintenant, voilà. Et si c'était le cas si c'est le cas, il faut réactiver. Voilà. Si c'est le cas, de toute façon. Si c'est le cas, il est urgent de ne rien faire. Non, si, au contraire. Non. À ce moment-là, ça va réinterroger les personnes. Ça va lui permettre peut-être quand elle va être amenée à rencontrer la direction. Apparemment, ce que j'ai pu comprendre, peut-être de faire un point et dire qu'elle a intervenu simplement parce que sur le plan humain. Et je suis tout à fait d'accord avec elle. Enfin, moi, je sais que j'aurais réagi. D'une façon aussi spontanée qu'elle, mais en sachant que c'est aussi important de protéger l'usager, souvent qui est en rupture socialement, c'est une personne qui est en handicap social. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire aussi avec cette personne et de savoir, vous voyez, parce que parfois, ça peut être aussi déstabilisant et déstructurant pour une personne si tout le monde, tout un chacun intervient comme ça. Oui, ça je comprends. Oui, je comprends tout à fait. Oui, si chacun agit comme ça, un petit peu au coup par coup, dans l'urgence. Et puis action-réaction, c'est pas très, je suis d'accord avec vous. Pour une personne. Voilà. Et puis ça lui permet au niveau de la socialisation de savoir à qui aussi ça lui sait, d'être aussi acteur de son projet, de ses demandes aussi, parce qu'il peut imaginer que le lit effectivement soit acheté et que tout le matériel soit mis en place. Il n'est pas dit s'il n'y a pas un travail aussi d'accompagnement auprès de cette personne, que cette personne se serve de ce matériel. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, ça peut être aussi compliqué que ça. Vous voyez? Donc moi je cautionne tout à fait. Sur le plan humain, elle a tout à fait raison et c'est défendable et bien au contraire, parce que pour moi c'est une forme de maltraitance. Maintenant pour la forme, c'est important aussi de s'inscrire dans une équipe qui fait sens aussi. Ça fait sens
à l'usager. C'est-à-dire que c'est souvent des personnes qui sont désocialisées, donc ça leur permet justement de savoir que voilà, les choses sont un peu structurées, l'entourage est structuré et soutenant et porteur. Voilà. Oui, je comprends votre intervention. C'est pour ça que c'est intéressant de vous entendre. C'est-à-dire sur le fond, vous donnez entièrement raison à Nadia. C'est sur la forme, peut-être, c'est ça. C'est-à-dire plus ce travail en équipe, d'être passé vraiment par l'équipe. Alors, c'est dommage, on n'a pas Rose qui a envoyé un mail, et j'aurais bien aimé qu'on l'entende, parce que j'aurais bien aimé surtout de pouvoir discuter avec elle et qu'on en discute ensemble également, Laurence, parce que alors je vais quand même lire son mail, parce que Rose a un problème de batterie avec son téléphone. On l'avait appelé, puis là ça vient de raccrocher au standard parce qu'elle a plus de batterie. Elle voulait également intervenir au sujet du problème de Nadia, donc convoqué par sa structure. Alors, le point de vue de Rose, elle dit que, selon elle, Nadia a outrepassé ses attributions. Rose est elle-même auxiliaire de vie et déléguée du personnel. Alors, j'ai envie de dire, concernant la suite du mail, heureusement qu'elle va pas déléguée du personnel pour Nadia, parce qu'elle dit: je confirme qu'il est strictement interdit de prendre des initiatives telles que celles qu'elle a prises et aller jusqu'à s'immiscer dans la vie sanitaire de la personne malade et passer des commandes d'un lit médicalisé et intervenir auprès du médecin et de la pharmacienne, d'autant plus qu'elle n'est pas titulaire de ce poste, elle n'est que remplaçante. Voilà, Il est spécifié clairement dans leur contrat de travail que ces intervenantes ne doivent que signaler à leur tutelle des faits qui est seule en mesure d'agir. Elle doit monter l'information, et là, elle a commis une faute professionnelle en agissant seule, sans prévenir son association et de son propre chef à contacter le personnel médical, alors qu'il est strictement interdit de rentrer en contact avec eux, ni même avec la famille. Seule la structure peut le faire. Cela n'a rien à voir avec son geste humanitaire. Son action se résume à intervenir et à remonter l'information en cas de problème constaté. Souvent, il est mis un cahier de liaison entre l'auxiliaire de vie et sa structure pour y noter toute observation. Elle aurait dû bien s'informer sur le détail de sa mission et jusqu'où celle-ci s'arrête, car là, elle a commis une faute grave. Écoutez, voilà, c'est assez bien synthétisé. Pour la dernière faute phrase, grave. Alors moi je connais pas, je suis pas évidemment. Moi je connais pas votre métier. Non, ce sera pas une faute grave. Effectivement, ça renvoie au contrat de travail. Bon, ça c'est évident. Chacun a ses missions. Mais ça c'est vraiment dans un souci aussi. J'ai du mal avec le mot hiérarchie, parce que c'est en tant que travailleur social, c'est pas comme ça qu'on s'inscrit dans une équipe. C'est vraiment un travail interdisciplinaire, et tout un chacun a vraiment son rôle. Mais moi j'entends votre intervention, je comprends. C'est-à-dire vous dites c'est sur le fond, voilà, elle a agi avec beaucoup d'humanité, mais après il y a dans la forme, c'est ce que dit Rose, il y a le faire passer à dire elle doit pas entrer en contact directement avec le personnel médical ou la famille et en informer l'équipe et autres. Bon, on peut l'entendre. Après, là ce qui me fait quand même sursauter, c'est la faute grave, quoi. Je veux dire, elle a voulu, ça va, c'est à elle, c'est un lit médicalisé, un siège de douche, ça va. Elle a voulu bien faire. Elle a pas commis quelque chose de grave auprès de la personne. Elle voulait aider. Elle voulait. Je trouve qu'il faut agir avec humanité. Après, on peut se poser des questions sur ce qu'a fait l'autre personne pendant un an aussi. Non, mais c'est juste. Mais ce que Laurence elle va devoir rebondir dessus en disant avec beaucoup d'humilité, voilà, qu'elle a dépassé, reconnaître son erreur. Peut-être, il faut. Une erreur professionnelle, c'est pas une faute grave, faut pas exagérer. Voilà, on peut reconnaître une erreur, dire je suis pas passé par l'équipe et tout, mais voilà. Voilà, c'est ça. Et puis, de toute façon, ça va lui apprendre pour une prochaine fois. Et puis, en tant que remplaçante, reconnaître aussi que c'était, en tant que remplaçante, c'est aussi important. Vous voyez, je vous dis, c'est toujours en lien avec l'usager. C'est-à-dire que ça fait sens. Vous voyez, il faut du temps pour établir une relation avec une personne. Il y a souvent des turnovers. Donc, vous voyez, une personne qui intervient du jour au lendemain, elle est remplaçante, donc par définition, elle sera là à moyen terme, à court terme. Il n'est pas dit que son action soit suivie. Vous voyez, s'il n'y a pas un relais du type transmission à l'équipe et autres. Donc,
tout ça, ça servirait à rien. Vous voyez, toute son action servirait à rien. D'où l'importance de s'inscrire dans une équipe. Hein, voilà. Et la personne qui a envoyé le mail disait aussi, effectivement, il y a un cahier de transmission. Hein, c'est très important aussi. Ça reste des outils, en fait. Alors moi, je dis éducatif parce que c'est ma partie, mais ça reste des outils. Tout cela pour préserver la personne. Et en plus, cette personne est sous tutelle. Donc ça veut dire que tout ce qui est budget et autres, ça passe par la tutelle. Il faut que ce soit validé par la tutelle. Imaginez que le lit, effectivement, soit commandé, que la personne dorme et qu'il y a un accident. Il se peut aussi que la personne ne sache pas, puisqu'en plus, d'autant plus qu'elle est alcoolisée, elle peut très bien faire une mauvaise chute. C'est l'association et bien évidemment Nadia qui prendrait. Vous voyez, tout ça, c'est pas hiérarchisé. Il y a un protocole, mais qui renvoie aussi comme usager. Il n'est pas dans une association comme ça, c'est-à-dire qu'il y a il faut respecter certaines choses. Alors il y a Cathy qui dit en même temps, il y a un immobilisme d'appareil qui peut agacer. Alors d'appareil, pas d'appareil médicalisé, d'appareil au sens de la hiérarchie. Hein. Oui. Il y a Elena qui dit, moi je dis bravo à Nadia, si elle avait respecté la hiérarchie, la bénéficiaire n'aurait sans doute toujours ni son lit médicalisé, ni son siège de douche. Oui, on peut l'entendre spontanément, mais quand on est professionnel, il y a aussi le temps, il y a aussi, savoir lire le dossier, savoir ce qui a déjà été mis en avant. Oui, pas qu'elle se mette pas en faute. Voilà, je connais pas j'aurais du mal, mais il m'est arrivé des situations comme ça où je suis arrivée et un an après, et pourtant il y avait tout ce qu'il fallait au niveau du service éducatif et des choses n'avaient pas mises en place, mais il y avait des quiproquos, il y avait j'ai dû faire affaire à des partenaires extérieurs, mais qui eux-mêmes ont changé de poste, alors les dossiers restaient en stand-by. Enfin, voilà, il y a toutes ces contingences aussi. Mais ça fait partie, on va dire, aussi de la vie, parce que, alors là, c'est quand même très particulier, parce que c'est vraiment dans les médias, on peut pas, il faut pas reconnaître, comme vous dites, que peut-être, il aurait fallu tenir compte un peu de l'équipe, mais qu'elle a fait ça parce que cette personne était dans une telle détresse sociale et humaine elle peut, je crois qu'elle peut de ce fait-là être vraiment entendue. Voilà, mettre l'accent dessus et en reconnaissant effectivement qu'elle est consciente qu'il y a tout un, il y a toute la hiérarchie. Oui, je crois que vous l'avez parfaitement expliqué. On dira à Nadia qu'elle écoute votre témoignage. Je pense que ça pourra beaucoup l'aider. Voilà, je pense on l'espère pour elle, vraiment, parce qu'on l'a fait avec beaucoup de cœur et d'humanité. 100% avec son action. Mais toujours, en tant que professionnelle, elle s'inscrit comme une professionnelle. C'est pas une amie, c'est pas même. Elle est réagie qu'elle mette en avant un professionnalisme. Merci beaucoup, Laurence, d'avoir partagé avec nous votre expérience. Merci. Au revoir. Au revoir, Laurence. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Bonsoir Karen. Oui, bonsoir. Alors, vous posez des questions sur le comportement de votre mari, qui vous fait beaucoup de reproches. Il ne fait que de reproches et au fait, quand on se dispute, c'est toujours de ma faute. Il se met jamais en question et c'est toujours moi qui demande pardon, qui va vers lui. J'ai divorcé pour me mettre avec mon mari actuel. Depuis 9 ans, j'ai élevé ses enfants. Ses enfants sont adorables avec moi depuis qu'ils sont petits. Maintenant, ils sont grands. Oui. Mes enfants aussi sont grands. Et ça devient de pire en pire. Donc, j'ai l'impression que quand les affaires de mon mari ne vont pas, c'est un promoteur immobilier, quand ça ne va pas, il vient, il pousse des gueulantes, il crie à la maison, il m'engueule. Et ça va jusqu'à casser tout dans la cuisine. Quand je lui fais des reproches qu'il doit m'aider pour venir faire les courses, mais ça c'était cet hiver où il faisait très froid. Il m'a aidé pour les courses après 1 heure. Il a amené toutes les courses à la maison. Il a tout renversé par terre. Il a tout écrasé par terre. Avant, donc j'avais des invités le soir. Il a tout écrasé par terre et il m'a dit maintenant tu ramasses tout et va faire les courses. Et ça lui est arrivé 2 fois de suite. Et je lui ai tout de suite demandé pardon parce que je voulais que ça s'arrête. Mais pourquoi faites-vous ça ? Je voulais sauver ma situation. Pardon ? Mais pourquoi demandez-vous pardon alors que c'est lui qui se met dans un état pas possible ? Parce que vous vouliez que ça s'arrête. Oui. Alors là, ça fait 3 jours qu'on ne parle pas parce que ça fait un mois de suite
qui n'arrête pas de m'engueuler et tout s'est bien arrangé. Et là, un exemple, on était dans la voiture et pour une histoire de numéro de téléphone qu'il fallait que je donne et comme je n'étais pas assez rapide, il m'a hurlé dessus. Alors, il peut hurler dessus dans la rue et il m'a hurlé dessus et de nouveau, il fait la gueule. Donc, il me dit, si ça te plaît pas, tu n'as qu'à partir. Tu n'as qu'à partir. Et quand j'ai décidé de me mettre à mon compte il y a 1 an, parce que je suis la porteuse d'affaires, il m'a dit, écoute, tu continues comme ça, devant ma soeur, je te dis, je divorce. Je divorce, je te donne jusqu'à fin décembre pour arrêter tes affaires. Bien sûr, je ne peux pas, c'est des affaires qu'on ne peut pas arrêter, c'est des affaires qui durent très longtemps jusqu'à qu'ils aboutissent. Et comme je voyais, moi j'ai essayé d'arrêter, mais je pouvais pas, je ne pouvais pas arrêter. J'ai des clients, je ne pouvais pas les laisser tomber. Et j'ai décidé de continuer mes affaires sur place et pas faire des allers-retours un peu partout. Et là j'ai l'impression qu'il recommence. Il est d'une jalousie terrible. Il pense que tous les hommes de la terre voudraient coucher avec moi. Et il est très brut. Il est très brut. Alors, je ne sais pas. Alors, une copine m'a dit il y a 2 jours, je n'ai jamais pensé à ça. Écoute, ton mari a des réactions d'un pervers narcissique. Non. Et là, j'ai commencé à avoir peur parce que c'est ça. Non, ça ressemble. Non, parce que justement les pervers narcissiques expriment pas leurs sentiments. C'est pas bouillonnant comme ça. Il y a pas d'affect, il y a pas de sentiment. Là, il est dans une espèce de. Là, il exprime, il a des réactions comme ça. C'est la colère, Mais c'est tous les jours. C'est tous les jours. Oui, mais alors, je veux dire, il est dans des jalousies, enfin, vous voyez, le pervers narcissique, c'est un animal froid, quoi, qui est incapable d'aimer. Il y a pas d'état d'âme, il y a pas d'humanité, je dirais, il y a pas de sentiment humain. Là, il y a votre mari, il y a quelque chose. Oui, mais il y a quelque chose de. Alors effectivement, c'est le côté. Pourquoi cette humiliation? Pourquoi mais pourquoi vous répondez aussi? Pourquoi vous demandez pardon? Pourquoi vous répondez pas, quoi? Pourquoi vous vous soumettez aussi comme ça? Je ne sais pas. J'étais pas comme ça. Je suis une femme très très libre et je suis très transparente. Mais vous avez peur de lui? Il vous fait peur ou quoi? Alors j'avais peur de divorcer de nouveau, d'avoir une séparation. Et il me menace en permanence. Mais pourquoi vous avez... je lui ai écrit un texto pour qu'on arrête tout. Oui. Ah ben, je lui ai dit, tu as lu mon texto? Oui. Et puis après, il est sorti ce soir. Bien sûr, ça fait 2 soirs de suite qu'il sort. Donc, je ne sais pas s'il a une aventure. Mais bon, parce que quand il vous menace de séparation, à la limite, vous pourriez, parce que finalement, il vous menace de ce qui vous fait peur. Oui. Mais vous me dites, il a peut-être une aventure et je m'en fous. Alors, est-ce que vous avez des sentiments pour lui encore? Quand je le vois comme ça, je l'aime de moins en moins. Je veux pas un mari comme ça. Je veux pas. Je veux une vie assez harmonieuse et j'en ai marre qu'on dise que c'est de ma faute. Et je commence maintenant à croire que c'est de ma faute. Mais oui, mais non, mais c'est un tel comportement, non, n'est pas de votre faute. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose chez lui qui ne va pas. Alors Ses affaires. Mais oui, mais ces affaires qui ne vont pas, mais il n'a pas à déverser sa rage sur vous en rentrant. Vous n'avez pas à payer de cette façon-là. Vous voyez, la scène que vous décrivez, elle est surréaliste. Il fait les courses, il piétine et il vous dit ramasse. Vous n'êtes pas une serpillière. Mais c'est ça. Et vous n'avez pas à vous excuser. C'est-à-dire, bien sûr que si vous aviez le choix. C'est-à-dire, il s'agit de dire non mais. Tout comme ça par terre. Vous dites non mais tu te calmes et tout ce que tu as fait et tu dis maintenant tu te calmes et tu ramasseras. Je ne suis pas ta bonne. Je ne suis pas ta bonne. L'ordinateur, il est occupé, il ramasse. Tu ramasseras quand tu seras calmé. Parce que là, vous ne vous faites plus du tout respecter dans la relation. Oui. Donc à un moment, vous voyez, c'est-à-dire que vous acceptez d'être maltraité dans cette relation. Et donc vous en perdez
toute estime de vous-même et vous en finissez par croire que vous êtes responsable. Responsable de quoi? De son mal-être, que ses affaires ne fonctionnent pas. Si ses affaires ne fonctionnent pas, que ça le rend aussi en colère, ce n'est pas de votre faute. Vous n'êtes pas responsable de ça et vous n'avez pas à supporter une telle violence parce que vous êtes dans un climat de violence. C'est pas parce qu'il ne vous frappe pas que vous n'êtes pas dans la violence. Il y a un climat de violence. Il m'a donné 2 fois. Quand il était nerveux, il m'a donné 2 fois des claques. Oui, mais c'est pas acceptable. C'est pas acceptable parce que il y a un climat de violence. Oui, un climat de violence. Là, par exemple, ça fait 3 jours qu'on ne parle pas et il sait que je ne supporte pas ça et c'est la première fois que je lui tiens tête et que je ne vais pas vers lui, à part ce texto aujourd'hui. Et à la limite, quand il vous envoie, qui dit, on va peut-être on va divorcer, dire, finalement, oui, c'est probable parce que ce type, je ne veux plus de ce type de relation. Peut-être qu'il serait le premier surpris. Il attend que je lui dise. Vous ne savez pas. Il serait le premier surpris peut-être. Parce qu'il sait votre crainte certainement de la séparation. Or, qu'est-ce qui vous fait si peur? Parce que finalement, vous avez certainement besoin de vous retrouver un peu. En tout cas, de prendre un peu de champ. C'est pas possible de rester auprès de quelqu'un qui vous mène une vie aussi insupportable. Qu'il aille mal ne justifie pas tout. Ne justifie pas qu'il vous malmène de la sorte. Mais je sors avec des copines à midi, je déjeune pour oublier, j'essaie de sourire, j'essaye de l'oublier dans la journée. Et je me dis, estime-toi heureuse, tu as de la force. Ah ben non, maintenant je rechute vers le soir quand je sais qu'il va rentrer à la maison. Mais vous avez peur d'être seule ? J'ai pas peur d'être seule, mais j'ai peur que quand je suis seule, c'est toujours à cette violence. Mais justement, est-ce que vous ne pourriez pas, pendant quelque temps, partir chez une amie ou vous dire, sans le prévenir, vous partez ? J'ai peur qu'il se venge. Il m'a dit, de quelle façon pourrait-il se venger ? Il gère mes affaires. Donc, il gère mes affaires, qui sont à moi. Oui. Vous allez voir. Il cassait mon téléphone souvent, donc j'ai peur. À ce moment-là, vous faites les démarches en allant voir un avocat. Il faut prendre les devants et aller voir un avocat, Karen. Je pensais aller chez un psychiatre qui le connaît très bien. Alors, mais déjà, bien sûr, vous pouvez vous faire soutenir. C'est un oriental. Oui, j'ai compris. Vous pouvez vous faire, bien sûr, aller voir un psychiatre, mais aussi par rapport à vos affaires, voir un avocat d'affaires pour demander des conseils. Voyez ? D'accord. Voir comment vous pouvez, bien sûr, pour vous être soutenu, voir ce psychiatre, mais aussi voir un avocat d'affaires pour voir qui vous donne des conseils de façon à ce qu'il ne puisse pas vous nuire sur ce plan-là. C'est important. Puis vous pourrez me rappeler pour qu'on en parle plus longuement, d'accord ? Parce que là, on arrive en fin d'émission. Donc, n'hésitez pas à me rappeler, Karen, quand vous voulez. D'accord. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Belle nuit à vous, faites de jolis rêves.